Présenter ce que j'ai réalisé pendant ma thèse, que j'ai soutenue il y a un peu plus d'1 an maintenant, et que j'ai réalisé à Bordeaux dans l'UMR Biogéco, donc biodiversité, gènes et communauté. Et donc cette thèse, elle portait sur le rôle des facteurs écologiques locaux dans la conservation de la biodiversité, en prenant un exemple un peu particulier d'écosystème qui était la ripisylve du Ciron. Donc ça, je vous décrirai un peu plus loin. Et j'ai pas appuyé, je sais pas. Donc, en introduction, je vais revenir rapidement sur les écosystèmes forestiers, puisque ce sont des écosystèmes qu'on connaît assez bien maintenant, qui recouvrent à l'heure actuelle un tiers des surfaces émergées, 31% du territoire métropolitain ici en France, et qui abritent environ 75% de la biodiversité terrestre. Et donc, ces écosystèmes forestiers, ils vont procurer une grande diversité de niches écologiques et d'habitats pour la biodiversité. Et donc, il y a plusieurs études qui ont montré qu'au niveau de ces écosystèmes-là, il y avait des facteurs écologiques locaux qui étaient relativement importants pour la biodiversité, avec notamment le microclimat, la structure et la composition forestière et les micro-habitats. Et donc, plus spécifiquement, quand on parle de ripisylves, donc ici, j'ai essayé de représenter un peu, donc c'est des écosystèmes forestiers un peu particuliers, puisque ce sont des systèmes d'interface entre un milieu aquatique et un milieu terrestre, et donc qui vont présenter de nombreuses fonctions écologiques, que ce soit pour la biodiversité ou même pour nous, avec tout ce qui va être, par exemple, le maintien des berges, tout ce qui va être des fonctions de filtration, etc. Et donc, ces écosystèmes, ils sont peu nombreux, puisque c'est environ 3% de la surface terrestre, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est des écosystèmes qui sont extrêmement dégradés, menacés, souvent détruits pour des constructions. Et donc, là où on voulait faire un petit focus, c'est qu'au niveau de ces ripisylves, donc quand on parle de facteurs écologiques locaux, on va se rendre compte qu'en fait, de par cette position intermédiaire dans les systèmes, on va avoir des gradients au niveau de nos différents facteurs écologiques. Et donc, nous, on fait un focus, donc, comme je vous l'ai dit avant, sur la partie tout ce qui va être microclimat, la structure forestière avec tout ce qui va être structure composition de la végétation, et la partie micro-habitat. Et donc, dans ce cadre, la problématique de ma thèse, c'était comment est-ce que les caractéristiques des peuplements forestiers vont contribuer à façonner les communautés animales et végétales. Et donc, pour répondre à cette problématique, on a séparé la thèse en 3 chapitres, donc avec les grands facteurs écologiques locaux dont je vous ai déjà parlé précédemment, donc les micro-habitats, la structure tridimensionnelle, le microclimat et du coup leur effet sur la biodiversité. Donc, on a 2 premiers chapitres qui sont sur la partie micro-habitat, avec un premier chapitre sur la partie micro-habitat associé aux arbres, un second chapitre sur la partie micro-habitat, cette fois associé au sol et l'entomofaune associée. Donc, ici, on verra que ce sont les carabes et les araignées. Et enfin, un 3e chapitre qui porte sur la relation à la fois entre structure tridimensionnelle de la forêt et microclimat et la relation avec la biodiversité. Et donc, tout ça, on va l'étudier au travers d'un gradient de structure et de composition forestière, puisqu'on va partir de forêts de ripisylves et on va aller jusqu'à des forêts de plantation de pins maritimes, donc monospécifiques. Donc, notre zone d'étude, c'est une zone un peu particulière. Donc, on se situe dans les Landes de Gascogne, donc dans le sud-ouest de la France, où on a un paysage qui est changeant depuis la période post-glaciaire, puisqu'en fait, cette forêt des Landes de Gascogne, c'est une forêt qui est entièrement artificielle. C'est des plantations de pins maritimes qui couvrent environ 1 million d'hectares et un peu plus. Et donc, c'est la plus grande forêt artificielle d'Europe. Et donc, on est un peu sur de la monoculture de pins, en gros, si on veut simplifier. Et au cœur de cette monoculture de pins, on a un cours d'eau. Il y en a plusieurs, mais nous, on a fait un focus sur celui-là. C'est le Ciron. C'est un affluent de la Garonne qui fait un peu moins de 100 km de long et dont la ripisylve est classée site Natura 2000 depuis 2006. Et au niveau de cette ripisylve, on va avoir plusieurs choses. Donc, on a une zone Natura 2000 avec notamment la présence d'une hêtraie relictuelle. Donc, c'est aussi pour ça, en général, que ce cours d'eau-là, il est connu. C'est parce qu'on a vraiment cette zone post-glaciaire avec des hêtres qui sont en dehors de leur zone de répartition. Et nous, on se situe légèrement en amont. Donc, sur un habitat prioritaire que sont les forêts alluviales Alnus glutinosa, donc aulnes glutineux. Et donc, nous, on n'est vraiment pas du tout au niveau de cette hêtraie-là. On est vraiment en amont des gorges calcaires. Et donc, c'est sur cette zone d'étude qu'on a focalisé ce projet de thèse. Et donc, on a mis en place un dispositif avec des triplés ou des transects orthogonaux au cours d'eau. Et donc, le long du cours d'eau, on a défini 29 triplés. Et donc, ces triplés, ça va être 3 parcelles qu'on a définies à la fois par un aspect géomorphologique, mais aussi au niveau de la structure et de la composition des forêts, puisqu'on va avoir en bord de cours d'eau la partie ripisylve, que nous, on appellera banquette, et on l'abrégera en P1, où ici, on va avoir des peuplements qui vont être plutôt feuillus, voire mixtes, mais majoritairement, on est vraiment sur du feuillu. C'est très rare qu'on ait du pin, mais il arrive qu'on en ait.
puisqu'ici, on voit par exemple qu'on a sur cette parcelle-là, on va avoir 10% de pin. Le reste, c'est du feuillu avec une grosse proportion de d'aulnes glutineux et de chêne. Donc là, c'est le chêne pédonculé. Ensuite, on va avoir une parcelle intermédiaire qu'on va mettre dans ce qu'on appelle la pente, où ici, on va avoir une forêt qui est soit mixte, soit résineuse. Et de temps en temps, on a carrément des parcelles qui sont 100% en pin, puisqu'on est sur du parcellaire privé. Donc, il arrive que les propriétaires aient planté du pin jusqu'au plus loin possible, le plus proche du cours d'eau. Et donc, ici, on est vraiment sur quelque chose d'un peu mixte et on voit qu'on a la disparition de l'espèce d'aulne. Oups, j'ai touché, c'est pas bien, on a dit qu'il fallait pas. Donc, on voit que sur à partir de la pente, en fait, on n'a plus cette espèce d'arbre, on n'a plus cette essence, on n'a plus l'aulne et on va se retrouver sur du pin et du chêne. Et enfin, la dernière parcelle, donc sur le plateau, où ici, on sera 100% sur de la forêt de plantation de pin maritime et on voit qu'on a quasiment que du pin et de temps en temps quelques chênes qui se promènent encore dans nos différentes parcelles. Donc ça, c'est pour le dispositif. Et donc, au niveau de ces triplés, on a échantillonné, relevé des facteurs écologiques. Donc, la première, c'était la structure forestière. Donc, ici, nous, on l'a définie comme l'ensemble des composantes horizontales et verticales qui vont permettre de caractériser le peuplement forestier. Et en gros, ça va être caractérisé par la végétation. Et ici, c'est des acquisitions LIDAR qui ont été réalisées. Donc, il y a eu 2 acquisitions, une en hiver, une en été, qui ont été réalisées par les collègues de BioMR Tétis et de l'NCJ à Bordeaux. Et donc, c'est eux qui ont traité les données et qui nous ont extrait des métriques à partir de ces données LIDAR-là. Et c'est des acquisitions qui ont été faites sur l'intégralité des 29 sites et pour chaque placette. La deuxième métrique, donc, c'était les micro-habitats. Donc ici, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on avait 2 niveaux pour les micro-habitats. On avait une partie au niveau des arbres et une partie au niveau du sol. Donc la partie au niveau des arbres, on a suivi un protocole qui était existant, donc avec des collègues de Dinafor et notamment Laurent Larieux. Et pour la partie micro-habitat du sol, on a essayé de mettre en place un protocole de relevé puisqu'il n'y avait pas de protocole standard qui était existant pour ces relevés-là. Et enfin, le microclimat. Donc ici, c'est des sondes microclimatiques qui ont été déployées sur nos différents sites. Donc toutes les banquettes ont été équipées, mais après, on n'avait pas assez de sondes pour faire l'intégralité des parcelles. Donc on a en tout une dizaine de triplés qui ont été équipés en entier. Mais sinon, c'était pas l'intégralité des 29 sites. En ce qui concerne la biodiversité, donc c'était une étude qui était multitaxa, donc avec la végétation. Donc ici, pareil, on avait 2 campagnes, une campagne vernale et une campagne estivale, pour avoir les différentes végétations en fonction des stades de floraison et la phénologie des plantes. Donc ici, c'est l'intégralité des sites qui ont été échantillonnés et à chaque fois, c'était réparti par placettes. Ensuite, on a également regardé les lichens, parce que ça, c'est des taxons qui sont très utilisés parce que ce sont de bons indicateurs. En général, c'est très utilisé pour tout ce qui est pollution. Et nous, ici, sur des milieux comme ça, où on va avoir des gradients au niveau, par exemple, du microclimat et tout, on trouvait que c'était très intéressant d'aller étudier ces taxons-là. Et donc ici, c'est un lichénologue spécialiste qui est venu nous faire les relevés. Il a passé en revue les 29 sites, mais il a vraiment fait un focus sur la partie banquette ripisylve, là où on avait le plus de diversité et que c'était intéressant pour lui aussi. Ensuite, on avait une partie, donc pour la partie micro-habitat du sol, on a également étudié tout ce qui était carabes et araignées. Donc ici, c'est un piégeage qu'on a mis en place sur 2 ans, donc avec des relevés de mars à septembre. Et donc, c'est un piégeage de type piège barbeur ou pitfall trap qu'on a mis en place. Et enfin, on a échantillonné les abeilles sauvages en forêt. Donc ici, c'était avec des coupelles colorées. Donc à chaque fois, c'était des triplés de coupelles, donc jaune, bleu, blanc, bleu et jaune, qu'on a mis sur chaque parcelle de chaque triplé. Et ici, pareil, donc pendant 2 ans et de mars à septembre, toutes les 3 à 5 semaines, on déployait nos pièges. Et donc pour les carabes, araignées et abeilles, donc pour toute la partie invertébrée, on a étudié 15 sites sur les 29 parce qu'après, ça demandait beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'organisation pour arriver à équiper les 29 sites, puisqu'après, il y a tout ce qui est traitement des échantillons, identification, qui prend du temps et qui demande de la main-d'œuvre. Donc ça, c'était vraiment pour la partie design expérimental. Donc là, je vais passer au premier chapitre, donc sur ce qu'on appelle les dendromicrohabitats, donc les microhabitats associés aux arbres. Donc c'est un sujet qui, je pense, à Dinafor est bien connu. Donc un dendromicrohabitat, c'est une singularité morphologique qui va être portée par un arbre vivant ou mort et qui va constituer un substrat ou un site de vie qui va être particulier pour une ou plusieurs espèces ou communautés. Et donc, de fait, ils ont été proposés plusieurs fois comme indicateurs indirects de la biodiversité dans de nombreux papiers et ils ont été également intégrés dans des outils d'aide à la gestion forestière et au niveau des relevés, notamment par exemple avec l'IBP, qui est l'indice de biodiversité potentielle.
Et donc ici, je vous ai mis un petit graphique qui permet de voir les principales formes, puisqu'on va avoir une typologie qui est hiérarchique, où on va avoir d'abord des formes, puis des groupes, et enfin des types de micro-habitats, et donc qui vont se décliner selon une typologie hiérarchique. Et donc on a relevé ça, nous, sur les arbres, sur nos 29 sites, avec comme objectifs principaux, dans un premier temps, d'étudier les assemblages de dendromicrohabitats dans nos différents types de peuplement, donc selon nos triplés, donc au niveau de l'herbicide, de la plante et de la plantation, et des plantations. Et donc nous, notre hypothèse majeure, c'était le fait qu'on s'attendait à trouver une plus grande diversité de dendromicrohabitats au niveau des répiciles, parce que c'est des milieux qui sont un peu plus naturels, un peu moins gérés. Et donc avec normalement une diversité en dendromicrohabitats qui devrait être plus intéressante. Et dans un second temps, c'était d'identifier les différents facteurs qui pouvaient expliquer ces assemblages qu'on avait trouvés dans nos différents types de peuplement, avec des hypothèses qui sont quand même basées sur la littérature, avec notamment, par exemple, à l'échelle de l'arbre, le fait que les feuillus et les arbres avec des gros diamètres vont présenter une plus grande diversité d'endromicrohabitats, et à l'échelle de la parcelle, que le fait d'augmenter la proportion d'arbres morts et la richesse de la placette devrait également engendrer une plus grande diversité au niveau des dendromicrohabitats. Donc ça, c'est un chapitre qui a fait l'objet d'un papier, donc qui a été publié en 2023, et où du coup on a un collègue de Dinafor qui est auteur sur ce papier. Et donc je vais aller rapidement sur ce chapitre-là parce que je n'aurai pas le temps de tout présenter. Donc en gros, en termes de résultats principaux, à l'échelle de l'arbre, ce qu'on a vu, c'est que quand on regarde au niveau des espèces, du diamètre et du statut de l'arbre, donc s'il est mort, debout, mort, couché ou vivant, on va observer des diversités en dendromicrohabitats différents. Et donc ici, on va avoir à la fois un effet diamètre, puisque plus on va augmenter le diamètre et plus notre diversité en dendromicrohabitats va augmenter. Donc ici, ça confirme un peu la première hypothèse qu'on avait sur le fait que les plus gros arbres vont avoir une plus grande diversité en dendromicrohabitats. On va avoir un effet espèce, puisqu'on va avoir des espèces qui vont être plus ou moins porteuses avec des diversités en dendromicrohabitats qui vont être plus importantes. Ça, je vous ai pas mis de graphique, mais c'est des choses qu'on peut voir un peu ici, parce que par exemple, si on regarde le pin, qu'on prend un diamètre, on va dire à peu près à 75, on va avoir une diversité qui est aux alentours des 1, j'ai encore touché, pour les arbres vivants. Alors que si on regarde par exemple le chêne pour un diamètre qui est à peu près similaire dans les 75, j'ai encore touché, on va avoir une diversité qui va frôler les 4, donc 3-4 fois plus grande que sur le pin. Et enfin, on va avoir un effet du statut de l'arbre, puisqu'on va voir qu'en fonction de si on est vivant, mort debout ou mort couché, on aura des diversités différentes. Et après, j'avais un autre graphique que je vous ai pas mis parce que ça faisait beaucoup, mais on va avoir des dendromicrohabitats qu'on va trouver préférentiellement sur des arbres morts. Par exemple, tout ce qui est les excavations, je sais pas comment on le traduit en français, tout ce qui est les trous de pique, en fait, quand ils vont chercher des ressources, on va majoritairement le trouver sur de l'arbre mort, comme tout ce qui est galerie d'insectes, ces choses-là, c'est plus souvent sur des arbres morts que sur des arbres vivants. Donc ça, c'était un petit résumé à l'échelle de l'arbre. À l'échelle de la placette, ce qu'on a trouvé aussi, c'est qu'on avait un effet positif au niveau de, quelle que soit la placette, donc qu'on soit sur la banquette, la pente ou le plateau, on avait un positif de la richesse. Donc plus on va avoir d'espèces dans la placette, plus on va avoir une richesse en dendromicrohabitat élevée, la surface terrière et la proportion d'arbres morts, et quelle que soit la parcelle, bon, un peu moins dans la parcelle de pin, mais en gros dans les autres parcelles, plus la proportion de pin était élevée et plus la diversité en dendromicrohabitat était faible. Donc ça, c'est des résultats qu'on retrouve dans le papier, donc je vous invite à aller le lire si jamais. Et après, quelque chose qu'on a voulu souligner aussi dans ce chapitre-là, c'était l'importance des répitiles pour la conservation des dendromicrohabitats par 2 points. C'est notamment par la présence des essences qu'elles vont abriter, puisque dans ces milieux-là, par exemple, c'est sur les répitiles qu'on va trouver majoritairement du chêne et de l'aulne. Et c'était, par exemple, le chêne, c'est l'espèce qui va présenter la plus grande diversité en dendromicrohabitats. Et donc, c'est intéressant de conserver ces chênes au niveau des répiciles. Et après, c'est la présence de l'aulne, donc une espèce, comme je vous ai montré avant, qui n'est présente qu'en répicile et qui va contribuer à la diversité en microhabitat au niveau de la répicile et au niveau de la placette, puisque par exemple, ici, quand on regarde, on verra que si on prend en compte les aulnes, on aura, comme ça, on peut faire, une diversité qui est plus élevée que si on ne les prend pas en compte au niveau des parcelles. Et donc ça, par exemple, on verra qu'on a certains dendromicrohabitats qu'on ne trouve quasiment que sur l'aulne. C'est l'exemple des loupes, qui sont des espèces d'excroissance qu'on trouve au niveau des troncs, que ça, on a trouvé quasiment à 100% uniquement sur les aulnes et pas sur les autres essences là. Donc ça, c'était pour le premier chapitre. En ce qui concerne le second chapitre, donc toujours sur les microhabitats, mais cette fois, on va passer sur les microhabitats du sol. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de ces microhabitats du sol, il y a eu pas mal d'études qui ont déjà été faites, qui ont étudié différents facteurs, mais il n'y en a aucune d'elles qui ont repris le même protocole.
Et donc, nous, à partir de ça, on a pris, donc, à partir de ce qui avait déjà été fait dans la littérature, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus global et d'essayer de sortir un protocole un peu plus standard, entre guillemets, qui reprenait les différents éléments qui avaient été soulignés dans la bibliographie. Et on s'est intéressé à la relation entre les microhabitats et les arthropodes du sol, puisque on sait que les arthropodes du sol, ce sont des éléments extrêmement importants dans les écosystèmes, puisqu'ils sont notamment régulateurs du fonctionnement des sols et de la productivité primaire. Et pour faire plus précis, nos objectifs, donc, c'était de mettre en place un protocole standardisé qui permettait la comparaison des différentes études, mais aussi des milieux. Et en second point, d'appliquer ce protocole et d'en déduire les éléments qui permettaient de caractériser nos communautés d'invertébrés. Et donc, nous, en invertébrés, on a fait le choix de se focaliser sur les carabes et les araignées, puisqu'il y a de nombreuses études qui ont montré qu'ils étaient extrêmement importants dans ces milieux, notamment dans les milieux forestiers, donc qui les ont suggérés comme indicateur de la qualité des habitats et qui ont également montré avoir des réponses justement aux différents facteurs de l'habitat et aux différentes caractéristiques de leurs habitats, qui avaient une réponse assez rapide et qu'on pouvait donc du coup quantifier avec ces micro-habitats du sol. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur ces deux taxons-là. Donc, en termes de mise en place de protocoles, donc à partir de la littérature, on a fait différents stades de relevé. Donc, la première, c'était de faire un quadra. C'est quelque chose qu'on a fait 3 fois dans l'année pour essayer d'englober les 3 saisons, printemps, été, automne. Et donc, les quadras, on en a réalisé un par piège et par saison. À savoir qu'on avait équipé 15 sites. Sur ces 15 sites, on avait équipé les 3 parcelles. Sur chaque parcelle, il y avait 4 pièges. Je laisse calculer le nombre de pièges que ça fait, le nombre de quadras. Ça fait beaucoup. Et donc, dans chacun de ces quadras, qui faisait 1 mètre par 1 mètre, on a relevé et quantifié différentes choses. Donc, le pourcentage de bois mort. Donc, ce qu'on appelle le recouvrement, ça va être le recouvrement en feuilles mortes, le recouvrement en aiguilles de pin, puisque ça va être 2 litières légèrement différentes, le recouvrement en mousse, en lichen. En gros, toutes ces caractéristiques qui permettent de caractériser notre quadrat de 1 mètre par 1 mètre, l'épaisseur de la litière et la hauteur moyenne de la végétation, ainsi que la hauteur maximum de la végétation dans ce quadrat d'1 mètre par 1 mètre. En plus de ça, on a fait quelque chose à plus grande échelle que le quadrat. On a essayé de caractériser les éléments structurants dans un rayon de 25 mètres. 25 mètres, c'est parce que c'est une distance qu'on a retrouvée redondante dans la littérature, avec des distances de dispersion et de déplacement de nos invertébrés. Et donc, les éléments structurants, ça va être tout ce qui est arbre vivant, arbre mort, chandelle, souche. Ça peut être un fossé, ça peut être une mare, ça peut être n'importe quel élément qui peut vraiment structurer l'habitat dans un rayon de 25 mètres. Et enfin, on a fait une photo hémisphérique au-dessus de notre quadrat, donc au-dessus du piège. L'appareil photo était centré sur le piège afin d'avoir une idée de l'ensoleillement, en gros, et de l'épaisseur de la canopée au niveau de notre piège. Et donc, pour étudier toutes ces variables, on les a regroupées en 3 blocs qu'on a appelés donc la partie vraiment associée au recouvrement, où on va voir que des pourcentages de recouvrement des différents éléments. Une partie qu'on va appeler microstructure avec des pourcentages de bois mort, des hauteurs de végétation, des épaisseurs de litière. Et une partie un peu plus globale qu'on va appeler éléments structurants. Donc, ça va vraiment être toutes ces distances qu'on a mesurées à nos différents éléments aux alentours. Et pour chacun de ces 3 blocs de variables, puisqu'on avait énormément de variables et que c'était pas possible de traiter les données avec toutes ces variables, on a réduit le nombre de variables en réalisant des ACP. Donc après, vous verrez plus ces variables-là. On a vraiment fait des ACP, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que ça nous permet de réduire le nombre de variables. L'inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec des variables qui n'ont pas vraiment de nom et qui n'ont pas vraiment d'identité. Et donc, c'est un peu plus compliqué à analyser, mais vous verrez après que c'était quand même quelque chose d'assez intéressant à faire. Et donc, pour la biodiversité, c'est ce que je vous avais dit avant, on a mis en place des pièges barbeurs. Donc, de mars à septembre, et c'était une fois par mois. Donc, 7 jours à chaque fois. Donc, le piège restait actif une semaine et on essayait de faire nos quadras en dehors du moment où les pièges étaient activés pour justement ne pas perturber l'entomofaune associée. Et au final, donc, c'est 168 pièges déployés, donc 168 quadras faits 3 fois dans l'année. Et en termes de résultats, donc, ce que j'ai fait ici, moi, c'est des CCA. Donc, ça permet de mettre en relation à la fois la biodiversité, les sites et les différentes variables environnementales. Donc, ce qu'on voit en couleur, il faut que je pointe, en bleu, vert, rouge, là, les petits points, c'est les sites. Ce qu'on va avoir en les flèches jaunes, c'est nos différentes variables simplifiées, donc qui sont issues des ACP. Et après, les noms en noir, c'est les espèces ici d'araignées qui ont été réparties en fonction des sites et justement des variables. Donc ici, c'est un exemple de résultat pour les araignées uniquement et à la période estivale, puisqu'à chaque fois, on a fait ce type d'analyse-là par saison et par taxon.
Donc, pour le simplifier, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on va avoir un effet significatif du recouvrement du sol, puisqu'on avait une valeur significative pour ici ma variable simplifiée qui était associée au type de litière. Donc, est-ce qu'on était plutôt sur une litière de type feuillu, de type résineux, en fonction de ces caractéristiques-là. Et un deuxième élément qui était relatif au couvert herbacé. Donc, quand ce qu'on appelle couvert herbacé, c'était à la fois du recouvrement, est-ce qu'on était sur un fort recouvrement en végétation ou du sol nu, mais aussi les hauteurs de végétation. C'est pas le bon bouton. On avait également un effet de la microstructure, puisque ici, on va avoir l'effet d'une variable qui était corrélée à la hauteur maximum de la végétation, à l'ouverture de la canopée et l'épaisseur de la litière, mais également au volume de bois mûr et à la hauteur moyenne de la végétation. Donc ici, ça nous permet de voir qu'on a quand même des réponses au niveau des différents éléments qu'on a caractérisés sur le terrain. Mais sur la partie éléments structurants locaux, on n'a aucune des variables qui a répondu. Donc on est vraiment sur une réponse à l'échelle très locale au niveau du quadrat de ce qu'on avait fait pour ce qu'on a trouvé dans nos pièges. Et après, un autre point intéressant, c'est quand on regarde bien, on a un assemblage de communautés qui va être différent en fonction des types de peuplement associés, puisqu'on voit ici qu'on a, j'arrive pas à pointer, la partie ripicile qui va vraiment se regrouper ici sur la gauche de notre graphique, la partie plateau qui va se regrouper sur la droite, et notre placette intermédiaire dans la pente qui va être ici en bas, mais un peu à cheval sur nos deux communautés. Donc on a vraiment quelque chose d'intermédiaire. Et c'est quelque chose qu'on remarque ici quand on fait ce type de graphique et ce type d'analyse, mais qui n'est pas forcément flagrant quand on se contente de regarder les différents indices de diversité alpha, puisque par exemple ici, si on regarde l'indice de Shannon ou la richesse spécifique, on ne voit pas spécialement de différence en fait entre nos différents types de parcelles. Et donc, c'était ce qu'on trouvait intéressant, c'est qu'on n'a peut-être pas une différence au niveau de la richesse. On va avoir le même nombre d'espèces, par exemple, sur nos différentes parcelles. Mais en termes d'assemblage, on va avoir des choses qui sont complètement différentes avec des poules d'espèces qui vont pas être les mêmes en fonction de nos milieux. Donc ça, c'était pour mon chapitre 2, sachant qu'il y a eu d'autres analyses, mais je ne pouvais pas tout vous présenter. Donc, j'ai vraiment fait des petits bouts par petits bouts pour chacun des chapitres pour que vous ayez un aperçu global. Donc, sur la partie du chapitre 3, donc, le microclimat et la structure forestière, c'était quelque chose qui était un peu plus compliqué et je pense que c'est le chapitre qui est le moins avancé au final. Parce qu'au-delà du fait d'avoir un effet du microclimat sur la biodiversité et un effet de la structure tridimensionnelle et de la topographie sur la biodiversité, on a quelque chose qui est assez corrélé, puisqu'on sait qu'il y a de nombreuses études, et puis c'est de plus en plus étudié, qui montrent que tout ce qui va être structure forestière, composition forestière, va influencer le microclimat. Et donc, on a une espèce de boucle un peu plus compliquée à analyser. Et donc, nous, pour la partie microclimat, donc c'était 44 sondes, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une sonde sur chaque parcelle de ripicile, et c'était 9 transects de 3 sondes. Donc voilà, donc sur nos 29 sites, on n'en avait que 9 qui avaient un transect complet avec 3 sondes. Pour la partie structure tridimensionnelle, donc c'était des acquisitions LIDAR qui nous ont permis d'obtenir beaucoup de métriques, donc sur tout ce qui était épaisseur des strates, nombre de strates, hauteur des strates, l'épaisseur de la canopée, indice de complexité verticale. Il y avait vraiment énormément de métriques qui ont pu être calculées à partir de ces acquisitions LIDAR. Et au niveau de la biodiversité, nous, on a fait un focus sur 3 taxons, que sont les abeilles, les plantes et les lichens. Donc, pour les abeilles et les plantes, on a pu les regarder sur les 3 parcelles. Les lichens, on aura fait un focus sur la partie ripicile et on aura également fait un focus sur la partie ripicile pour les plantes. Donc ça, on verra dans la partie des résultats. Et donc ici, nos objectifs principaux, il y en avait 3. La première, c'était d'étudier les différences au niveau du microclimat le long du gradient qu'on avait, donc ripicile, pente, plateau. Le deuxième, c'était d'étudier les variations de microclimat en fonction des variations de la structure, mais cette fois uniquement au niveau de la ripicile, pour voir comment ce microclimat était différent au niveau du cours d'eau ou pas, d'ailleurs, et en fonction de l'épaisseur de la ripicile, de la largeur, toutes ces métriques qui rentrent en compte. Et le troisième objectif, c'était d'étudier donc l'effet du microclimat et de la structure forestière sur la distribution et la diversité des organismes. Donc ici, abeilles, plantes et lichens. Et quand je dis plantes, pardon, c'est tout ce qui est plantes vasculaires et c'est majoritairement la végétation herbacée. Donc la première chose qu'on a pu mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle un effet cooling des ripiciles. Donc ici, c'est un graphique qu'on a représenté pour la partie estivale, donc c'est vraiment pour les 3 mois de l'été. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ce soit en 2021 ou en 2022, on avait toujours des températures moyennes en été qui étaient plus faibles sur la ripicile que sur les autres parcelles. Et donc, on le retrouve également ici, c'est moins facile.
Donc ici, on a mis en Y la température moyenne journalière au niveau de la ripisylve et en X la même chose, mais pour les forêts de plantation. Et donc ici, si on regarde la première droite en pointillé, c'est vraiment la droite X égale Y. Donc si on se situe au-dessus de cette droite, c'est qu'on a des températures plus chaudes sur la ripisylve. Si on se situe en dessous, c'est qu'on a des températures qui sont plus chaudes au niveau des plantations de forêt. Et donc ici, on voit que quelle que soit l'année, on a toujours des températures qui vont être plus faibles au niveau de la ripisylve et donc plus élevées au niveau de des plantations forestières que sur nos ripisylves, avec des coefficients qui étaient franchement fatigueux. Et donc, qui montrent justement qu'on va avoir des températures moyennes journalières qui vont être plus faibles au niveau des ripisylves en été que dans les plantations, d'où cet effet dit cooling qu'on retrouve dans les différentes publications scientifiques. Donc ça, c'était pour la partie, en gros, un peu les différences de microclimat entre nos différentes typologies de placettes. Et donc pour la partie relations et réponses de la biodiversité, donc ici donc j'ai fait un peu la même chose que pour le chapitre 2, c'est qu'on avait énormément de variables, que ce soit pour le microclimat ou pour la structure forestière. Du coup ici on a refait des ACP pour simplifier et avoir moins de variables, parce que c'était franchement la manière la plus simple entre guillemets de traiter cette quantité de variables qu'on avait extraites. Et donc on va aller essayer de voir si on a une réponse de différentes métriques qui caractérisaient la biodiversité. Donc, par exemple, ici, pour les abeilles, on a regardé pour les 2 années différentes. Donc, c'était l'activité en été, l'activité au printemps, les indices de Pilou, j'ai encore touché. L'indice de Shannon et la richesse spécifique, on a fait la même chose en 2022. Et pour la partie BOTA, pour la partie végétation, c'est limité à l'indice de Shannon et à la richesse spécifique, puisqu'on n'avait pas de notion d'abondance et tout ça, donc pour calculer les autres indices, c'était plus complexe. Et donc, ce qu'on a permis on a plus une réponse au niveau de la végétation que les abeilles et qu'on va avoir une diversité, une richesse de la végétation qui vont être plus élevées quand on va avoir une faible température moyenne, une grande richesse au niveau des espèces arborées, un faible pourcentage de conifères, une faible ouverture de la canopée et le BCI, c'est l'indice de complexité verticale, donc qui permet d'avoir une idée de la densité des strates. Enfin, c'est vraiment un indice assez complexe pour caractériser la structure forestière. Et donc, on a fait le même type d'analyse au niveau uniquement de la ripisylve pour regarder le répondant au niveau des lichens cette fois et de la végétation. Donc ici, le long du gradient, on voit qu'on a une réponse de la végétation, donc qui va varier en fonction des différentes variables de structure et de microclimat, alors que si on prend uniquement la ripisylve, on n'a plus aucune réponse de la végétation. Donc au final, la végétation qu'on va trouver en ripisylve, on peut se demander si elle est vraiment liée à cette structure et au microclimat ou si c'est pas d'autres facteurs qui vont venir intervenir et expliquer nos communautés et nos diversités et richesses en termes de végétation. Par contre, au niveau des lichens, on va trouver qu'on a une richesse qui va dépendre à la fois de la température et de ce qu'on appelle le DTR, qui est en gros l'écart de température journalier. Une faible hauteur arborée, donc ça va vraiment être la hauteur de la strate arborée. Et enfin, une grande couverture de la strate herbacée, donc ça va être en fonction de si notre strate herbacée, elle couvre ou pas une grande surface au niveau de la parcelle. Donc ça, c'est des choses qui avaient été caractérisées avec le LIDAR et avec des collègues de l'UMRTTIS et de l'NCJ. Donc ça, c'était vraiment pour la partie vous montrer un peu ce qu'on avait fait. Et en termes de conclusion, donc ici, je vous ai remis les principaux résultats qu'on avait trouvés, avec notamment dans le chapitre 1, donc sur la partie dendromicrohabitat, on avait montré l'importance du bois mort, qu'il soit debout ou au sol en tant que support pour les dendromicrohabitats, puisqu'ils vont porter des dendromicrohabitats différents des arbres vivants. On a montré également qu'au niveau des ripisylves, on avait une plus grande diversité en dendromicrohabitats et qu'on pouvait parler de hotspots de dendromicrohabitats et qu'il y avait une autre étude qui avait un peu les mêmes résultats sur une ripisylve différente avec des compositions arborées différentes et une contribution non négligeable des essences feuillues dans les pinèdes. Parce que ça, c'est un graphique que je vous ai pas montré, mais le même box plot, j'avais fait la même chose pour dans les plantations de pins. Si on prenait en compte les feuillus ou pas, et ben on avait une diversité qui allait être différente à l'échelle de la parcelle en présence des feuillus ou sans les feuillus. Donc ça, c'était pour ce premier chapitre sur les dendromicrohabitats. Le deuxième chapitre sur la partie microhabitat du sol, on a souligné un effet marqué du recouvrement du sol, donc en fonction de ce qui va vraiment être à l'échelle locale au niveau de nos quadrats et de la microstructure sur les communautés d'invertébrés, que ce soit carabes et araignées. Et on avait des réponses différentes de ces deux taxons-là. Donc ça, je vous invite à séparer ça dans mon mémoire de thèse, si vous avez des questions après. Et enfin, le troisième chapitre, on avait une réponse, que ce soit des métriques microclimatiques ou structurelles,
sur la richesse et la diversité, notamment des plantes vasculaires et des lichens. Et donc, ces 3 chapitres soulignaient notamment l'importance de la prise en compte de cette échelle locale quand on essaye de regarder tout ce qui est patron de distribution de la biodiversité. Donc, on a également souligné l'importance des forêts dripiciles. Donc, ça, c'est quelque chose qui a déjà été souligné dans beaucoup de publications. Et nous, on le rappuie encore en disant que ça permet d'avoir beaucoup de micro-habitats, que ce soit au niveau des arbres ou au niveau du sol. C'est des zones qui sont dites tampons avec des refuges microclimatiques puisqu'on va avoir des températures plus faibles. Ça permet, par exemple, sur des périodes de grosse chaleur ou de canicule, d'avoir des zones refuges pour la biodiversité. On a également montré qu'on avait une belle diversité d'espèces, puisque quand on va regarder nos différents taxons, on a certaines espèces qui sont vraiment affiliées à notre épicyle, puisque c'est des milieux qui vont être plus humides, avec une végétation différente. Et enfin, ce projet de thèse a également permis d'avoir une meilleure connaissance des habitats et de la biodiversité au niveau de la vallée du Ciron. Et donc, on a notamment souligné différentes espèces. Donc, on a recensé des espèces sur liste rouge, des espèces patrimoniales, notamment pour la partie lichen, des nouvelles espèces pour la France, notamment avec une espèce d'araignée qui a été décrite, qui était présente dans d'autres pays, mais qui n'était pas en France et qui a été trouvée pour la première fois dans le Ciron. On a mis en avant des espèces rares. Et après, à l'issue de cette thèse, en termes de perspective, à partir de ce travail-là, on peut mettre en place des suggestions de gestion qui peut être réalisable pour les propriétaires forestiers avec tout ce qui est conservation du bois mort, les gros arbres, les feuillus dans l'épinette, préservation des ripicides. Des suggestions, je pense, pour lesquelles il y a déjà de nombreux organismes qui essayent de se battre un peu avec les propriétaires forestiers. Donc ça, c'était vraiment pour la partie de mon travail de thèse. Et pour faire la transition, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Je suis à Dinafor et maintenant, j'ai quitté ma forêt pour travailler toujours sur les abeilles. Donc ça, c'était un tout petit bout de ma thèse, mais cette fois dans les prairies et donc sur un projet européen qui est le projet RESPOL, qui a pour objectif d'étudier tout ce qui est restauration des habitats pour les pollinisateurs dans les paysages agricoles en Europe. Voilà.